vous devez établir plus d'ordonnances. Sous-entendu, si vous devenez un gros prescripteur, je pourrais peut-être vous arranger le coup. Voici certains de mes relevés de primes, ou ce qu'ils appellent des incitations trimestrielles à la vente. Ici, j'ai gagné 125 000 $ en un trimestre, avec plus de 7 000 prescriptions sur un seul secteur. Mes meilleures ventes se faisaient dans les posologies de 60 et 80 mg. C'est logique. Avec la théorie de la pseudo-dépendance qui préconise d'augmenter les doses par palier, les patients finissaient forcément par prendre des doses plus fortes. Dans la presse, ce marketing dévastateur passe quasiment inaperçu. Même la DEA, l'agence antidrogue américaine, ne réagit que sporadiquement. Jim Geldof a été enquêteur en chef à la DEA. Ses investigations contre Purdue Pharma ont systématiquement été neutralisées par sa hiérarchie. Purdue a très vite été au courant de la toxicomanie liée à l'Oxycontin et de son usage par injection ou inhalation. De fait, la vente de ce médicament a créé une économie parallèle. Un comprimé de 80 mg valait 100 ou 120 $ dans la rue. À la DEA, nous n'avions jamais assisté à un tel phénomène. Le détournement d'usage était tellement énorme qu'il fallait s'attaquer aux distributeurs et aux fabricants, d'où la création d'un programme spécifique. Mais ça n'a pas suffi. La direction juridique de la DEA traînait les pieds. On nous demandait toujours plus de témoignages et de détails. La quantité de médicaments livrés n'était jamais assez importante à leurs yeux, alors qu'elle était complètement hors norme. Je leur ai dit, une pharmacie a reçu une livraison de 5 millions de comprimés et vous voulez que je sois plus précis? Ouvrez les yeux, elles sont toutes suspectes. Clairement, ils ne voulaient pas aller au procès. Nous avons vu de plus en plus d'avocats et d'inspecteurs de la DEA être débauchés par les sociétés pharmaceutiques. Certains d'entre eux avaient aussi travaillé pour le ministère de la Justice. Ils avaient donc une parfaite connaissance du système et de nos procédures. Cette décision, présentée comme une victoire de la justice, épargne la famille Sackler et la filiale qui produit l'Oxycontin. Le stratagème des avocats a fonctionné. C'est à cette époque que Carol Panara est embauchée par Purdue en tant que visiteuse médicale. Ils étaient prêts à assumer leurs responsabilités parce que cela permettait à Purdue Pharma, la société principale, de continuer à vendre aux instances gouvernementales, comme l'assurance santé Medicare ou le ministère de la Défense. Le procès n'a pas empêché Purdue de continuer à recourir à un marketing mensonger. Ils se sont simplement efforcés de donner l'image d'une société qui suivait désormais les règles. Alors qu'en fait, ils ont continué comme avant. Et après tout ça, ils ont pondu une théorie sur la pseudo-dépendance, qui n'avait absolument aucune base scientifique. Quand plusieurs médecins s'inquiètent du nombre croissant de patients souffrant d'addiction, Purdue Pharma invente le concept de pseudo-dépendance, soi-disant due à des prises insuffisantes d'Oxycontin. Le groupe recommande aux médecins d'augmenter les dosages. Avec le recul, je me rends compte qu'ils ont sciemment agi pour fabriquer de nouveaux toxicomanes. Au bout d'un moment, l'accoutumance aux médicaments se fait. Le patient va avoir besoin d'une dose plus forte. La société pharmaceutique se crée donc là un joli petit marché. Les médecins prescrivant de grandes quantités se voient offrir des vacances de luxe ou sont conviés à des conférences rémunérées jusqu'à 2 000 $ par intervention. Une stratégie commerciale innovante qui mise sur la crédibilité professionnelle. J'ai eu affaire à des médecins dans mon secteur qui m'ont dit « Si vous avez besoin d'un conférencier, je suis intéressé ». Ils savaient qu'ils seraient bien rémunérés pour une telle intervention. Nous avions pour consigne, face à ce genre de demande, de dire aux médecins que les intervenants sélectionnés par Purdue étaient en général des personnes qui avaient une plus grande expérience de nos produits. À la pharmacie de Madison, l'Oxycontin se vendait au guichet d'un drive-in. 10 millions de doses en 11 ans, dans une ville qui compte à peine 3 000 habitants. Ces dernières années, le ministère public a fermé des centaines d'officines de ce genre,
surnommé moulin à pilules. Des pharmaciens ont perdu leur licence pour n'avoir pas signalé des ordonnances manifestement douteuses aux autorités. Des médecins ont également été condamnés à des amendes ou des peines de prison pour prescription abusive d'opioïdes. Purdue Pharma était parvenu à convaincre ses médecins de ne pas limiter les prescriptions d'opioïdes aux malades cancéreux, aux patients en soins palliatifs ou aux grands opérés. Plus de 150 000 cabinets médicaux ont reçu une vidéo avec un communiqué soi-disant scientifique de la société. Il ne fait aucun doute que les opioïdes sont les meilleurs et les plus puissants de nos analgésiques. Mais ces médicaments ont la réputation de causer une dépendance et autres complications. En réalité, le taux de dépendance chez les patients suivis par un médecin est bien inférieur à 1%. Leur effet est durable et il ne provoque aucun effet secondaire grave. Ces médicaments, qui, je le répète, sont les plus puissants de nos analgésiques, devraient donc être beaucoup plus utilisés qu'ils ne le sont. Un marketing mensonger auquel l'Amérique réagit aujourd'hui avec indignation. Une vague d'assignation en justice s'abat sur Purdue Pharma et sur la famille Sackler. Il y a 15 ans, le groupe s'est déjà retrouvé dans le collimateur de la justice américaine. Et en 2007, le comité directeur et les propriétaires de la société, les Sackler, sont sous le coup d'une procédure pénale pour crimes graves. Leurs équipes d'avocats, parmi lesquels Rudolph Giuliani, ancien maire de New York, parviendront, grâce à leur relation avec le département américain de la justice, à éviter le procès au profit d'une transaction judiciaire. Celle-ci prévoit la condamnation non pas de Purdue Pharma, mais de la maison mère Purdue Frederick et de 3 de ses dirigeants pour qualification mensongère du médicament. L'amende est fixée à 634,5